Je voudrais tout d'abord, avant d'essayer de résumer les différents propos, la table ronde précédente a permis déjà d'entrer dans le vif du sujet. Vous remercier tous d'être présents et remercier la FNAT de l'importance des colloques annuels qu'elle met en place déjà depuis un certain nombre d'années, je dois dire depuis la loi elle-même, depuis le vote de la loi elle-même et pas simplement depuis son entrée en vigueur. Je voudrais rappeler que depuis 2007, vous avez organisé, Anne-Marie David, enfin toute l'équipe, vous avez organisé des colloques sur, par exemple, la réforme elle-même, sur les enjeux financiers de la réforme, sur un bilan d'étape de la loi de 2007, sur la protection de la personne, et vous posiez déjà la question limite et contours. Vous avez posé la question en 2011 de la gouvernance des services de mandataires judiciaires en vous posant la question de la place et de la responsabilité des dirigeants des services mandataires depuis la loi de 2007. Les assises en 2012 ont permis de poser un certain nombre de questions, y compris sur l'organisation de la profession de mandataire judiciaire, en vous posant une question essentielle, qui est la question du statut du mandataire et la question de l'éthique et de la déontologie du mandataire. Et vous posiez notamment la question à l'époque vers une éthique commune des mandataires. Et je commencerai mon propos par là, parce qu'on a parlé de toutes les formes de responsabilité, je vais y revenir, mais il est évident qu'on aboutit tous, vous l'avez vu sur la table ronde, à un questionnement fondamental. Quelle est la place du mandataire? Quel est le mandat? Quelle est sa responsabilité personnelle et éthique face à des situations qui n'apportent pas de réponse? Vous l'avez tous dit. Et les réponses, en général, quand elles viennent de manière quelquefois dramatique. Ça a été dit par une UDAF tout à l'heure. Mais c'est aussi des réponses humaines qui sont extrêmement complexes, à la fois pour les personnes protégées, pour leurs familles et pour vous en qualité de mandataire, et également pour vos organes dirigeants. Donc vous aviez déjà posé ces questions au moment des assises, et puis vous aviez plus dernièrement posé la question de la protection et de la participation des personnes protégées en disant un paradoxe. Et on est effectivement en plein dans l'enjeu du sujet, puisque ce qu'a fait émerger la loi de 2007, et on le sait pour les plus anciens d'entre nous, ce sont les tensions entre la liberté des personnes, le respect des droits des personnes et leur protection. Et ça, personne ici n'aura de réponse à ces questions. Donc pour brosser à très rapide ce qui a été dit au cours de cette riche journée, on a commencé par un thème numéro 1 qui était l'évolution jurisprudentielle et doctrinale depuis la loi de 2007 sur la question de la responsabilité. Et vous aviez mis face à face, même si ça a été un peu décalé, un universitaire et des praticiens. Et certes, un avocat, Cour de cassation et Conseil d'État, mais un praticien et qui a une expérience de la manière dont les hautes juridictions peuvent aborder les questions par le prisme du droit. Et vous l'avez rappelé, par un prisme du droit qui s'appuie sur des réalités, sur des faits. Et donc on ne peut pas, je vais prendre ma part à la discussion, on ne peut pas dire que la Cour de cassation fait n'importe quoi, que la Cour de cassation ne s'appuie pas sur la réalité des situations. Elle juge en droit, c'est vrai, contrairement à ce que font les juridictions de premier niveau. Les cours d'appel jugent en droit et en fait, et les juges des tutelles jugent en droit et en fait. Et normalement, on essaie d'articuler les deux. La Cour de cassation, je le rappelle si c'est nécessaire, elle est saisie d'un certain nombre de moyens, dits des moyens de cassation. Et elle ne peut pas aller au-delà des moyens dont elle est saisie. Donc dans l'arrêt de 2013, elle a été saisie d'un certain nombre de moyens. Donc elle va répondre par rapport aux questions qui lui ont été posées. Et ça, que vous le vouliez ou non, elle ne peut pas mettre dans le débat autre chose que la réponse à des moyens, et ensuite avec une articulation de l'ensemble des règles de droit, une matière qui est très complexe, puisqu'elle met en cause un certain nombre de règles. On a abordé les règles du Code civil. Vous avez abordé les règles du Code de l'action sociale et des familles. J'y ajoute les règles du Code de la santé. On peut y ajouter les règles du Code du travail. Bref, j'y reviendrai. Nous sommes dans un contexte qui juridiquement est très compliqué et qui va forcément amener des évolutions jurisprudentielles. Sur cet arrêt de 2013, effectivement, il est un signal extrêmement puissant. Et moi, je le prends aussi comme un signal. C'est vrai que les magistrats, de manière générale, essaie de répondre à une demande par la désignation d'un responsable juridiquement, en tout cas lorsque les règles sont remplies. J'attire votre attention sur le fait que dans cet arrêt,
nous avions l'assureur, le mandataire, et nous n'avions pas l'entreprise intermédiaire. Donc moi, personnellement, je ne m'explique pas qu'elle n'ait pas été mise en cause dans le contexte présent, puisque manifestement, il y avait une défaillance, en tout cas quand on regarde les faits, une défaillance de l'entreprise intermédiaire. Madame David a dit tout à l'heure, attention, parfois, nous sommes dans des situations, nous, mandataires, extrêmement difficiles, parce qu'on va choisir des entreprises en fonction des moyens du majeur protégé, et donc forcément des entreprises qui ne présentent pas nécessairement toutes les garanties. Donc comment fait-on? On est dans des situations complètement impossibles, où on ne fait rien, notre responsabilité est engagée, où on va faire appel à une entreprise intermédiaire ou à un artisan qui n'est peut-être pas terrible, mais qui va pouvoir intervenir vite, et on n'aura pas forcément vu toutes les garanties parce que notre majeur est fragile. Donc effectivement, vous êtes dans une situation qui est particulièrement complexe et qui suppose, comme l'a dit mon collègue magistrat ce matin, que ces responsabilités, encore une fois, vous ne les preniez pas seules, que vous fassiez remonter les informations de manière à ce que la question qui soit posée ne soit pas qu'une question de responsabilité directe. Et de ce point de vue, c'est vrai que la loi de 2007 a introduit une responsabilité directe possible du mandataire, alors qu'elle ne l'avait pas fait auparavant, puisque l'action était dirigée contre l'État. Ce que je pense également, c'est que nous allons devoir, nous les magistrats de première instance ou de cour d'appel, puis la cour de cassation, mettre en perspective les règles de la responsabilité au regard de la particularité du droit applicable aux majeurs protégés et du droit applicable aux mandataires désignés par le juge dans un cadre bien particulier qui est un mandat judiciaire. Donc je pense qu'il y a des arguments, sans doute, je me tourne vers les avocats, mais il y a des arguments à essayer d'imaginer pour faire évoluer la jurisprudence de la Cour de cassation, pour qu'effectivement on n'applique pas des règles qui sont des règles du droit contractuel à des situations qui ne le sont pas. Mais encore faut-il poser la question à la Cour de cassation. Je rappelle également, parce que j'ai trouvé que ce point n'était peut-être pas suffisamment discuté, on est sur une responsabilité, non pas pour faute simple ou pour faute lourde, dole simplement, mais pour une faute quelconque. Et une faute quelconque, c'est un simple manquement. Et toute la question pour le juge, c'est de dire qu'est-ce que c'est qu'une faute quelconque. Et vous voyez bien qu'on va pouvoir la trouver sur tout. Donc, si on se résume à ça, changeons de métier. Vous et moi. Parce que pour le juge, c'est la même chose, dans l'organisation et dans le fonctionnement. Et là aussi, pour mettre je ne sais pas si c'est de l'humour, mais sachez qu'un syndicat de magistrats a conseillé au juge des tutelles de s'assurer. Et il y a des juges des tutelles qui ont souscrit des assurances, responsabilité civile individuelle. Parce que, comme on voit bien qu'il y a une action récursoire possible, eh bien, l'action récursoire contre les juges et les greffiers en chef sur les contrôles de comptes de gestion, on peut imaginer qu'un jour, quelqu'un va l'engager. D'autant qu'il est demandé depuis le 2007 de faire remonter le nom du magistrat qui a rendu la décision et le nom du greffier. Donc voilà, donc nous sommes exactement dans la même galère, si ce n'est, allez-vous me dire, que vous êtes derrière votre bureau, nous, on est au quotidien confrontés aux difficultés des personnes et de leur entourage. Par ailleurs, des professionnels, on a parlé des médecins, mais on pourrait parler des huissiers, des agences immobilières, etc. Donc, tout cela pour dire que la question de la faute quelconque est effectivement une difficulté. L'Association nationale des juges d'instance et moi-même étions encore, il y a une quinzaine de jours, à la direction des affaires civiles et du Sceau pour attirer l'attention de la chancellerie sur cette question en disant qu'il va falloir qu'on avance parce qu'on ne peut pas rester sur un régime de responsabilité aussi large et aussi imprécis, parce que le travers, c'est ce que vous avez dit vous-même, c'est que la protection l'emporte sur l'exercice des libertés. Et ça amènera forcément aussi d'autres conséquences. Je crois qu'il faut qu'on soit très clair là-dessus. Deux points n'ont pas été abordés, mais la journée ne le permettait pas. C'est la question de la responsabilité pénale. Ça a été abordé à l'occasion d'une question. Il m'intéresserait, à titre personnel, de savoir comment la responsabilité pénale de l'UDAF de la Meuse, Marne, je ne sais pas s'il est encore là, monsieur, ou il est là, a été mise en cause, à quel titre, comment. Enfin, c'est ça qui m'intéresserait de savoir. On en reparlera en dehors, mais je crois que c'est très important d'être le plus rigoureux possible sur la qualification des faits retenus par les autorités judiciaires. À quel niveau de responsabilité avez-vous été mis en cause?
Et ensuite, il faut évidemment que les conseils et les avocats des mandataires, comme les avocats des partis de manière générale, s'emparent de ces matières. Parce qu'on a des spécialistes de la responsabilité, on a des spécialistes de plein de choses, mais des spécialistes de la protection juridique des majeurs qui fassent des liens entre la protection juridique des majeurs, la responsabilité, les dispositions applicables dans le médico-social et dans le sanitaire, il n'y en a quasiment pas. Et pourtant, il va falloir s'emparer du sujet pour soulever les questions. La responsabilité disciplinaire, je voulais également dire deux mots, parce que, évidemment, quand on parle de responsabilité disciplinaire, surtout à la FNAT, avec des responsables d'associations mandataires, on imagine la responsabilité disciplinaire dans le cadre notamment du contrat de travail. Mais on peut imaginer une autre responsabilité disciplinaire si l'on imagine que les mandataires sont une seule profession, avec 3 déclinaisons, les mandataires salariés, les mandataires exerçant à titre individuel et les mandataires d'établissement. Et à ce moment-là, nous sommes obligés de nous poser la question de l'organisation de la profession des mandataires et possiblement d'une instance qui pourrait intervenir de manière disciplinaire par rapport à l'irrespect d'un certain nombre de règles qui pourraient être des règles de déontologie. Et je sais, on le sait tous, qu'un certain nombre de travaux sont en cours grâce à vos réflexions, chacun d'entre vous, quelle que soit la catégorie de mandataire, sur ces questions de déontologie, d'éthique, d'organisation de la profession qui devient absolument indispensable. Je ne vais pas revenir sur la qualification des fautes, on vient d'en parler, et Madame Maria en a très bien parlé ce matin. Je voudrais également, mais je voudrais revenir un moment sur les interventions de mon collègue magistrat, pour simplement dire que j'ai évidemment eu encore plus conscience ce matin de la difficulté dans laquelle vous êtes, vous, mandataires, face à des postures, des attitudes, des propos, et je me mets tout à fait dans le lot de certains d'entre nous. C'est-à-dire que mon collègue, M. Bourcy, peut avoir un point de vue sur la manière dont il souhaite voir exercer les mandats judiciaires. Je peux en avoir un autre. La différence entre lui et moi, c'est qu'il exerce en première instance, j'exerce en appel, mais je n'ai pas forcément raison. Et je perçois, et vous le vivez au quotidien, que autant de juges, autant de pratiques. Je sens un murmure. Et donc, autant de juges, autant de pratiques, ça veut dire, et j'ai eu un peu des réactions ce matin, et je lui en ai parlé, qu'il est très difficile pour vous, comme pour nous, d'être à la fois dans la confiance et dans la franchise dans ce qu'on vous dit, et on doit l'être, mais aussi dans des postures institutionnelles. Pourquoi des postures institutionnelles ? Parce que on peut se laisser aller à dire un certain nombre de choses. Et moi-même, je le fais, je suis très directe et je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Mais je pense que nous devons de réfléchir collectivement à la place de chacun d'entre nous. Vous avez une place de mandataire, le médecin a une place de médecin, celui qui va faire les certificats médicaux circonstanciés va avoir une place de médecin, la famille doit avoir sa place et essayer de prendre le plus de distance possible, les avocats vont avoir leur place, et moi je plaide, si je puis dire, pour qu'il y ait des avocats dans les procédures, en particulier quand la personne dont on demande la protection n'est pas en capacité de s'exprimer, et donc fait l'objet de dispenses d'audition dont vous savez très bien qu'elles sont faites de manière trop large, et la période de révision vous a montré que c'était fait parfois de manière totalement excessive, pour ne pas dire plus. Et donc je pense qu'à ce moment-là, il faut que quelqu'un porte la parole du majeur. Ça dispensera le juge de se l'approprier, l'avocat de se l'approprier, et avec parfois des confusions de rôle. Et encore une fois, je me mets aussi dans le lot. Donc moi je dis, il faut absolument qu'à l'occasion de colloques comme celui-là, mais de réflexions plus larges, nous ayons vraiment une réflexion commune, une mise en commun de la place de chacun dans les dispositifs de protection. Il n'y a que comme ça que nous pourrons arriver à voir qui fait quoi, qui donne un mandat sur quoi, quelles sont les règles de contrôle et quelles sont les éventuelles censures encourues ensuite par les juridictions d'appel ou de cassation. Parce que si nous disons un tel fait n'importe quoi ou je ne sais quoi, je pense qu'on n'avancera pas. Vous allez ressortir sans solution, vous serez frustrés, et nous on se dira on va peut-être aller faire un autre métier parce que finalement on ne se comprend pas. Donc je crois vraiment qu'il faut que nous avancions sur nos rôles institutionnels, comme sur la définition d'un certain nombre de notions dont on a tous compris
que la loi de 2007 avait été une loi sans doute magnifique, mais une loi qui n'apporte pas de définition à un certain nombre de concepts. Quand on évoque des altérations des facultés personnelles, je vous demande de me définir ce que sont les altérations des facultés personnelles, suivant que vous êtes médecin, que vous êtes assistante sociale, que vous êtes directeur d'un EHPAD, que vous êtes directeur d'un hôpital, que vous êtes une famille, que vous êtes un juge, vous n'allez absolument pas le définir de la même façon. Quand on évoque le respect de l'autonomie des personnes, je pense qu'on aura le même questionnement, et ça n'est pas un concept juridique, sauf sur l'autonomie de la volonté. Mais l'autonomie de la volonté, ça n'est pas l'autonomie dont on parle dans la loi de 2007, qui est plus une notion qui se réfère au médico-social ou au langage du handicap. Donc on est plutôt sur la restriction de capacité fonctionnelle que sur l'autonomie dans la décision, alors que nous avons un certain nombre de travaux en cours pour dire que les mesures de protection juridiques, c'est-à-dire mandat de protection future ou judiciaire, ne devraient s'appliquer qu'aux personnes qui éprouvent des altérations de leurs facultés personnelles qui ont des conséquences sur la capacité à prendre seule des décisions. Et vous voyez bien que là, on décale un tout petit peu le raisonnement. Cet après-midi, nous avons, je ne sais plus si c'est cet après-midi ou ce matin, nous avons eu une thématique sur l'identification, oui c'est cet après-midi, sur l'identification du risque dans les services. Et moi je dois dire que plus on avance dans le temps et plus je suis satisfaite de voir à quel point les services, les mandataires à titre individuel, les mandataires d'établissement s'emparent des sujets, c'est-à-dire qu'ils sont évidemment conscients au quotidien des problèmes qu'ils rencontrent, ils se les approprient pour pouvoir les identifier, trouver des solutions et construire un certain nombre de méthodes. Et donc là, je dois dire que le ciblage des difficultés, la manière dont vous avez envisagé les accompagnements, prévention de la maltraitance, suivi de l'ouverture des droits, droit à l'information, transmission d'informations médicales, les questions de défaut de suivi, avec toutes les problématiques de comment la personne peut recevoir l'information que je lui donne, comment elle peut s'en emparer, et comment ensuite moi je peux assurer mon rôle, c'est effectivement totalement les problèmes auxquels vous êtes confrontés, pour lesquels il faut que nous trouvions des solutions communes. Vous avez abordé la question des violences, et ça c'est aussi une des questions qu'il faut se poser. La maltraitance, ce n'est pas uniquement une maltraitance ou une bientraitance vis-à-vis de la personne protégée, c'est évidemment aussi la question institutionnelle, et la question de la maltraitance ou la bientraitance que vous pouvez subir, vous, professionnels, en situation, mais nous aussi, les magistrats. On est en permanence dans ce que l'un d'entre vous a qualifié, il fallait le qualifier comme ça, de risques psychosociaux, bien sûr, et on ne peut pas aborder ces questions sans aborder également cette difficulté. Nous sommes partis ensuite, alors si je puis dire, j'allais dire une bêtise, mais j'ai allègrement passé sur je suis allègrement passé sur l'intervention de l'assureur, je ne sais pas s'il est encore là, mais bien évidemment qu'il faut avoir une discussion avec les assureurs parce que c'est avec eux que nous construirons des modèles assurantiels qui soient un peu cohérents. Parce que si sur la protection de la personne, aucune assurance ne vous couvre, on va avoir des vraies difficultés. Et ce n'est pas simplement parce que les juges veulent trouver des responsables. Enfin, certains politiques ont trouvé que les juges étaient des gens irresponsables et quel était le juge qui avait pris ces décisions. Donc nous, on sait aussi ce que ça veut dire. Donc la question n'est pas là et elle n'est vraiment pas d'essayer de trouver des responsables, encore une fois, entre les juges, les mandataires, les médecins, les familles, les personnes. Comment on aborde ça, mais effectivement, au final, quelle protection assure-t-on, avec quel coût et quel financement en cas d'indemnisation. Donc ça, il faut évidemment qu'on travaille avec les assurances. Il vient de revenir, mais je lui redirai. Autre élément très important, nous avons eu un exposé magistral sur la gestion de crise et la communication. Je ne sais pas si madame est encore là. Mais je vous remercie d'avoir prévu cette séquence parce que ce n'est pas forcément habituel et c'était une prise de risque. Et c'était d'autant plus une prise de risque que vous avez tout de suite mis, enfin, où elle a mis en premier slide, exactement le problème qu'on se pose tous et qu'on a tous subi. C'est-à-dire la manière dont les médias en particulier ont relayé un certain nombre de, entre guillemets, scandales, ou en
tout cas étiquetée comme telle, que ce soit dans des émissions de télévision, dans un livre plus récent, où nous avons tous été mis en cause, moi aussi, hein, donc voilà, et avec une conclusion qui nous amenait à nous dire, enfin en tout cas moi j'ai réagi comme ça, mais finalement ce qu'on nous demande c'est qu'il n'y ait plus de protection, puisque c'est le système lui-même qui génère de la maltraitance mafieuse. Alors à partir du moment où on en est là, je pense qu'il faut qu'on fasse un autre métier parce que je ne vois plus très bien ce qu'on peut faire. Donc merci d'avoir abordé la question comme cela, en disant mais qu'est-ce qu'on fait quand on a ce genre de choses alors que précisément on n'a pas le droit de parler. Le mandataire, il a un mandat, il ne peut pas vraiment s'exprimer. Éventuellement, ses autorités de tutelle, et en particulier la direction du service, peut s'exprimer pour le mandataire. Mais le mandataire, de toute façon, lui, il ne pourra pas s'exprimer. Le juge, il ne peut pas s'exprimer, en tout cas pour une affaire qu'il a traitée. Institutionnellement, vous avez vu que le ministère de la Justice, ça lui a été reproché par certains d'entre vous, les mandataires, le ministère de la Justice ne s'est pas prononcé, n'a rien dit, en particulier lors de la parution de l'ouvrage de Valérie Labrousse. Et un certain nombre d'entre vous, je le comprends, ont considéré que finalement on exerce des mandats au nom des magistrats, donc en fait on fait un service public, et puis personne ne bouge. On est attaqué, personne ne bouge. Je partage cette façon de réagir. Je crois aussi qu'il faut que nous ayons conscience que nous, encore une fois, nous exerçons à chacun à notre place une fonction extrêmement difficile, un service public difficile. Il faut communiquer en situation de crise et communiquer de manière responsable, c'est-à-dire qu'effectivement on ne ment pas, effectivement on dit les choses telles qu'on les a faites, on a un minimum de compassion, mais c'est même pas de la compassion, parce que notre métier c'est tous les jours de prendre soin des gens, enfin, d'essayer de faire au mieux. Ça, je crois qu'on ne peut pas nous reprocher ça globalement. Après, on le fait parfois mal, avec les moyens dont on dispose, mais on essaie de le faire. Et il faut qu'on se connecte davantage. Mais au-delà des problèmes de la communication de crise, je pense qu'il faut tout simplement que nous communiquions entre nous. C'est-à-dire qu'on mette en place, non pas des process, mais qu'on mette en place des vraies collaborations sur les territoires. Et ça, je vais vous en parler pour dire ce qui est en train de se construire pour que nous essayions de travailler de manière un tout petit peu plus concertée dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on fait remonter les informations, on tranche les problèmes au bon niveau, et ensuite, l'objectif, c'est d'essayer d'assurer la protection des droits fondamentaux des personnes, des droits des personnes, de la dignité des personnes, dans le cadre d'une mesure de protection qui est ciblée dans un temps donné, dont le référent est le juge, au final. A été abordé cet après-midi lors de la table ronde un certain nombre de questions. Je ne reviens pas sur l'arrêt. Ont été abordées des questions. Je ne reviens pas sur l'arrêt de la Cour de cassation. Je voudrais simplement revenir sur la question du défaut d'information. Parce que là encore, je crois qu'il faut lire cet article 457-1 avec ce qu'il dit. Il vous demande de donner une information à la personne protégée qui ne dispense pas les autres personnes qui sont chargées de donner une information au majeur protégé. Information médicale, information médico-sociale, toutes sortes d'informations, contractuelles ou non, aux personnes protégées. Simplement, ce que dit ce texte en plus, dont vous avez remarqué qu'il est quasiment calqué sur le texte de la loi de 2002, il vous demande de vous assurer, dans le cadre de votre mandat, que la personne a bien compris ce qui est en train de se passer, dans la mesure où elle peut le comprendre, donc selon des moyens appropriés à son état. Et quoi de plus normal que de vous demander d'essayer d'informer la personne que vous protégez de ce que vous allez faire pour elle, avec elle, dans un certain nombre de domaines, comme de l'informer des conséquences de ce que vous allez décider. Et il me semble que vous le faites, vous n'avez pas besoin qu'un texte vous le dise, mais il vous le dit. Donc c'est important que vous sachiez que c'est une obligation et pas simplement en matière de protection de la personne. Parce que vous pourrez me dire, c'est situé à 457-1, c'est tous les textes sur la protection de la personne. Donc moi je vous renvoie la question, est-ce que vous pensez qu'une mesure qui serait limitée à la protection des biens vous dispenserait de cette obligation de 457-1 ? Personnellement, je pense que non. Parce que il y a toute la catégorie des actes mixtes qui ne sont pas seulement patrimoniaux, même avec une mesure exclusivement patrimoniale,
Par exemple, déterminer la résiliation du bail à un texte particulier, ça a des conséquences patrimoniales, mais en plus, c'est une mesure qui alors, on ne peut plus mixte parce que c'est très, très associé à la protection de la personne. Le suivi de la personne et vos obligations dans le cadre des dispositions médico-sociales vous obligent à avoir des actions de prévention de la maltraitance et donc d'alerter le juge s'il y a un certain nombre de difficultés. Quand je dis le juge, pas que le juge, mais notamment le juge. Et dans les autres personnes que le juge, vous devez vous mettre en réseau, mais ça vous le savez parce que c'est dans les référentiels de formation du CNC. Vous devez vous mettre en réseau avec le dispositif médico-social et le dispositif sanitaire. Donc, évidemment que l'information doit circuler. La question du secret est une autre question qui doit être abordée dans le cadre d'une réflexion sur le statut du mandataire. Alors, pour terminer sur les actions en cours, toutes ces questions qui ont été abordées aujourd'hui autour du thème de la responsabilité, dont vous repartirez en vous disant nous n'avons pas de réponse absolue sur les différentes rubriques. Sauf pour dire que sur cet arrêt de 2013, je pense aussi qu'il faut le vivre comme un signal et en aucun cas comme un coup près. C'est un signal de vigilance qui nous oblige à continuer les travaux qui sont actuellement en cours et depuis plusieurs années, sur l'organisation de la profession et sur les dispositifs de contrôle, à la fois des décisions des magistrats et des décisions prises par les mandataires, donc sur l'exercice des mesures. Depuis plusieurs années, vous le savez, il y a un certain nombre de groupes de travail qui se sont mis en place, notamment autour du statut du mandataire judiciaire, du financement des mesures de protection, et des règles de responsabilité professionnelle, déontologique et éthique. Vous savez qu'un groupe de travail avait été mis en place dans le cadre du Comité national pour la bientraitance et les droits, dont je vous rappelle que c'est un groupe qui était co-présidé par Michel Delaunay, ministre des Personnes âgées, Marie-Arlette Carlotti, ministre des Personnes handicapées. Donc on est bien sur deux catégories de personnes particulièrement vulnérables dont vous voyez de plus en plus, notamment sur les personnes âgées, qu'elles constituent une grande partie des personnes dont vous assurez la protection. C'est l'évolution démographique et donc vraisemblablement, vous en aurez de plus en plus. Donc dans le cadre de ce Comité national pour la bientraitance et les droits, j'ai eu l'honneur de présider un groupe de travail intitulé « Droits et éthique de la protection des personnes ». Ce groupe a travaillé pendant un peu plus d'un an autour de la mise en cohérence des différents dispositifs internationaux et nationaux. Internationaux, ce sont les conventions des droits de l'homme, conventions des personnes handicapées, pour ne citer que celle-là, au niveau international et européen. Et par ailleurs, sur les dispositifs nationaux, code civil, code de l'action sociale et des familles, code de la santé publique, et avec quelques incursions sur les dispositifs spécifiques aux personnes handicapées. Nous avons donc rendu notre rapport qui comporte plusieurs rubriques. La première qui est une analyse des dispositifs législatifs. La deuxième qui est une analyse des pratiques sur le terrain, sur le pilotage sur les territoires des différentes politiques publiques en matière de protection des personnes vulnérables, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Et ensuite, nous avons deux autres parties qui sont l'une sur l'anticipation des vulnérabilités, tout le dispositif de mandat de protection future, directive anticipée, fin de vie. Et la dernière partie, ce sont les mesures judiciaires, avec question, quelle place du juge ? Quelle place du juge ? Est-ce que le juge doit être positionné pour tout et n'importe quoi, ou est-ce qu'on ne peut pas envisager une organisation de la profession des mandataires judiciaires qui leur fasse un peu plus confiance, qui vous fasse un peu plus confiance, en déléguant un certain nombre d'actes qui pourraient être accomplis par vous sous le contrôle du juge, mais sans forcément que systématiquement on ait à se retourner vers le juge. Vous prêtez un serment, vous avez une formation. Il faut qu'on mette en place maintenant une organisation qui vous permette d'assurer un certain nombre de missions. Et je pense que déjà, ça peut changer quand même le regard sur la profession. On a eu beaucoup de contributions de l'interfédération, de la NDP, de la Chambre, de l'interfédération, de la Fédération des mandataires exerçant à titre individuel et également de la Chambre des mandataires exerçant en établissement. Donc tous ont contribué. Et donc nous avons fait des propositions dans ce sens.
Et nous avons également fait des propositions sur l'organisation d'instances, au moins d'instances régionales éthiques. Parce qu'il nous est apparu que déjà sur les territoires se mettent en place ces instances. On a des expériences dans le Nord-Pas-de-Calais, on a des expériences sous d'autres formes, par exemple un observatoire sur la région Île-de-France. Il y en a d'autres, plus localisées, quelquefois sur le ressort d'un tribunal d'instance. Bref, chacun essaie de faire ce qu'il peut pour mettre en lien les différents acteurs de la protection de manière à ce qu'on puisse, sans forcément stigmatiser tel ou tel, se poser des questions de principe comme nous venons de le faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait face à telle situation? Quelle posture doit-on adopter? Qu'est-ce qu'on attend d'un mandataire? Qu'est-ce qu'on attend de la réponse? Qu'est-ce qu'on attend d'un juge? Et ça, c'est de nature à faire remonter la place de chacun dans la responsabilité, les responsabilités qui sont les nôtres et qu'on a déclinées tout à l'heure. Responsabilité civile, responsabilité pénale, responsabilité disciplinaire et responsabilité éthique. Qu'est-ce que je fais, moi, personnellement, face à la protection d'une personne qui a beaucoup de difficultés, voire ne peut pas exprimer sa volonté? Alors que le législateur me demande d'assurer la protection des personnes en respectant l'autonomie et les droits fondamentaux, mais en respectant aussi le fait que la protection juridique ne se substitue pas à la protection sociale. Les personnes ont autour d'elles parfois des familles, parfois des proches, bienveillants, malveillants, et vous savez mieux que moi combien c'est compliqué parfois, mais il y a aussi sur les territoires des services sociaux. Il y a des directeurs d'établissements, je pense aux EHPAD, mais je pense aux établissements psychiatriques. En faisant une petite incursion sur la psychiatrie, là aussi, il y a beaucoup de choses à faire évoluer sur la législation applicable aux soins sous contrainte. Et tout le problème est d'éviter que, parce qu'à un moment donné, on va cibler un intervenant, les autres se désengagent. Et ça, vous le savez par cœur. Dès lors qu'il y a une mesure de protection, tout le monde s'en va, surtout si la personne est particulièrement dangereuse et pénible et qu'il n'y a pas forcément d'argent à se faire dessus. Je dis les choses... Bon. Donc, tout ça pour dire que nous sommes effectivement aujourd'hui en train de réfléchir autour de ce rapport du Comité national pour la bientraitance et les droits. J'ai eu la chance d'être conseiller ministériel sur le droit des personnes et l'autonomie dans le cabinet de Laurence Rossignol, et en lien avec qui est secrétaire d'État à la famille, personnes âgées et à l'autonomie, en lien avec le ministère des Affaires sociales et de la Santé d'un côté et le ministère de la Justice de l'autre. Les services du ministère de la Santé comme du ministère des Affaires sociales, les directions, se sont emparés des sujets. Donc ça veut dire qu'on va très probablement mettre en place une feuille de route. Quand je dis on, c'est collectivement. Mettre en place une feuille de route à la fois sur l'organisation de la profession des mandataires, sans qu'aucune solution ne soit arrêtée, parce qu'il y a plusieurs propositions qui sont faites, et donc il faut soumettre les propositions au débat. Sur la question du financement des mesures, et par ailleurs sur une question qui est tout aussi centrale, qui est l'articulation des différents dispositifs, Code de la santé, Code de l'action sociale, Code civil. Il y a un groupe de travail qui s'est mis en place et qui doit aboutir à des propositions concrètes dans plusieurs vecteurs législatifs. Le premier, c'est la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Et pour ceux qui l'ont suivi, vous avez dû voir qu'elle avait, moi j'ai spécialement travaillé dessus, elle avait déjà inséré un certain nombre de choses à la fois, enfin c'est entre les articles 19 et 27 bis, à la fois sur le devoir d'information, sur l'accueil des personnes en établissement, sur le contrat de séjour, sur les restrictions à la liberté d'aller et venir. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre de choses sur le document individuel de protection. Il y a un certain nombre il y a une disposition sur le mandat de protection future et le registre, parce que ça aussi c'est de nature à faire évoluer le système. Nous sommes en train de travailler, je ne sais pas si on y parviendra, mais sur une définition socle de la personne de confiance. Socle, c'est-à-dire qu'il soit plus seulement une personne de confiance dans le Code de la santé, mais aussi dans le Code de l'action sociale et des familles, et qu'il soit compatible avec la personne de confiance telle qu'elle est visée dans le Code civil, sur les dispositions d'anticipation, notamment dans le mandat de protection future. La difficulté qui s'est ajoutée est la proposition de loi Leonetti-Claes sur la fin de vie, qui a modifié le Code de la santé, et en particulier l'article 1111-6 sur la personne de confiance, puisque la personne de confiance de la fin de vie n'est pas la même que celle qu'on est en train de définir.
La fin de vie n'étant pas que la fin de vie dans les dernières extrémités. On est aussi la fin de la vie d'un certain nombre de personnes très âgées qu'on doit accompagner du domicile vers un autre lieu. Et vous savez aussi bien que moi qu'en général, ce sont des décisions extrêmement difficiles à prendre et sur lesquelles vous êtes seul à assumer la responsabilité morale de savoir si on doit la maintenir et à quelles conditions, ou si on doit l'envoyer en établissement. Donc, bref, ce sont autant de sujets que, grâce à votre réflexion, à votre travail, même si vous avez l'impression que ça n'avance pas beaucoup, sans travailler dans les ministères, enfin, ça, je peux tout à fait en attester. Après, vous savez qu'il nous faudra encore du temps. Je ne sais pas combien de temps, parce que ça, ce sont des arbitrages politiques. En revanche, je suis convaincue d'une chose, c'est que si nous continuons à travailler ensemble, mais en respectant chacun nos positions, ça veut dire que parfois on est en désaccord, mais c'est normal. Il faut que, enfin, on pourra évidemment tout à fait avancer. La difficulté que vous aurez, je pense, c'est de continuer à avoir en face de vous suffisamment de juges des tutelles et suffisamment de magistrats spécialisés dans le domaine du droit des personnes. Je le dis d'autant plus que vous savez qu'est en réflexion au ministère de la Justice un projet de loi dit justice du XXIe siècle qui était porteur de beaucoup d'espoir sur le positionnement du juge et en particulier sur le juge de la protection. Et Thierry Verret et moi, nous avions espéré qu'on pourrait faire émerger vraiment un juge de la protection des personnes qui soit un interlocuteur ciblé, plus disponible, conducteur de politique publique, etc. Ce n'est pas forcément le choix qui a été fait, notamment sur le volet soins contraints. Et pourtant, on parle des mêmes personnes. On parle de personnes qui souffrent d'altération de leurs facultés personnelles. D'un côté, elles vont basculer dans la loi civile qui est la loi de 2007. De l'autre, elles vont basculer vers des soins sous contrainte qui ne sont pas du tout sous le même texte et dans lesquels les personnes n'auront pas forcément la même protection. Il y a une vraie difficulté. Donc, et ça, vous y êtes confrontés quand les personnes ont les deux casquettes. Et avec en général des dispositifs sanitaires qui n'ont surtout pas envie, et on peut les comprendre, ils sont aussi en grande difficulté, ils n'ont pas vraiment envie de partager les informations pour diverses raisons. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention. Je pense qu'il faut que vous repartiez en vous disant que des journées comme aujourd'hui, certes elles posent des questions, certes elles nous interrogent, elles ne nous donnent pas de solutions, mais les solutions, on pourra les construire ensemble si on met en place un certain nombre de dispositifs suffisamment clairs pour que déjà le vocabulaire que nous utilisons soit le même, sur la question des capacités, de l'autonomie, etc. Si les dispositifs sont mis en cohérence et si par ailleurs on a une vraie définition de ce que c'est que la profession de mandataire, quelles sont les limites de sa responsabilité et qui les contrôle et selon quelles conditions. Je vous remercie.